Bonjour à tous, aujourd'hui je suis venu rendre visite à Françoise Bossu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une des premières artistes à s'être installée à Trévoux, mais vous n'avez plus de galerie aujourd'hui, mais vous êtes toujours en activité, c'est ça qu'on voulait surtout annoncer. Oui, dans mon atelier à la maison. Voilà. Donc on est au milieu de la Grande Rue, en face des Bons Coins, mais vous avez eu au moins 4 endroits avant ça. Attendez, oui, 1, 2, 3 endroits. 3 endroits. Vous aviez plus Pignon-sur-Rue en vitrine, et donc vous continuez à peindre. Voilà, oui, toujours. Toujours. Peindre et sculpter un peu maintenant, parce que je me suis un petit peu mise à la sculpture pour me détendre un peu plus, disons. Ça détend, Voilà. On va en parler. Vous êtes surtout peintre abstraite. Hein. Comment vous êtes venue à la peinture abstraite? Alors, j'y suis venue, de toute façon, j'ai commencé par la peinture figurative. À apprendre. J'ai fait beaucoup de modèles vivants aussi. J'ai travaillé sur le corps. Apprentissage académique aux Beaux-Arts, c'est ça? Oui, aux Beaux-Arts, et puis dans des ateliers de peinture aussi bien à Paris et vers Aix-en-Provence, quand j'étais vers Aix-en-Provence, et sur Lyon aussi, où j'ai fait beaucoup d'ateliers avec des groupes aussi. On a travaillé ensemble modèles vivants. Ouais. Donc, ce que vous continuez à faire chez oui, je continue. Voilà, on continue un petit groupe, on se réunit avec un modèle et pour travailler sur le modèle vivant qui m'a toujours passionné, disons. Voilà, le corps humain. Donc au début, vous commencez sur du figuratif. Oui, j'ai commencé à travailler le paysage aussi, mais plus figuratif. Et puis j'allais dans la nature, j'ai appris à observer ce qui se passait dans la nature, le ciel, les arbres, l'eau et tout ça. Donc j'ai travaillé là-dessus. Et vous avez commencé à en faire autre chose. C'est ça que vous m'avez expliqué, qui était très intéressant, c'est que vous imprégniez de ça. Disons que des fois je m'ennuyais, enfin je m'ennuyais pas, mais... Le réel, vous ennuyez? Le réel, j'avais pas envie de faire le réel. Dans ma tête, c'était pas un champ vert ou un champ... Voilà, il y avait d'autres couleurs qui m'arrivaient et j'avais envie de changer le paysage. Je le voyais avec, par exemple, un ciel bleu. Bon, tout bleu, ça me parlait pas beaucoup. Il fallait que dans ce bleu, il se passe des choses. Ou que le ciel soit jaune, des fois, ou que le soit vert aussi. Donc, je changeais un petit peu les couleurs Et puis, à travers réelles. une technique picturale aussi, à travers une technique picturale, vous arrivez à faire autre chose aussi? À faire autre chose, oui. Est-ce que ce serait pas ça, être artiste, finalement, d'après vous? Si, moi, je crois. On n'a pas besoin de faire une photo. C'est pas ça la peinture. La peinture, c'est justement de retranscrire ce que nous, on voit. Dans notre tête, ce qu'on a, ce qu'on voit, et on ne voit pas forcément tous la même chose. J'ai travaillé avec Saboureau, qui est un prof des arts déco de Paris, et qui avait travaillé avec Soutine. Et il nous a appris justement à regarder autrement la nature. Ah oui? Voilà. On vous l'a appris, ça, voilà. Il nous a dit, bon là, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose, mettez du violet, mettez du rouge, mettez du... Voilà, ce qui se passe. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis venue aussi à l'abstraction en regardant beaucoup de peintres aussi. Je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup fait des musées, des expos et tout ça, tout le temps. Moi, je suis très curieuse de tout et du coup, je regarde partout, quoi. Je m'inspire des anciens aussi bien que des contemporains, que tout ça. C'est des leçons à prendre, quoi. Et c'est ça qui m'a appris aussi beaucoup plus que d'ailleurs l'enseignement des beaux-arts entre nous. Ouais, c'est une technique de base. Voilà. Mais on ne peut pas être peintre sans être observateur. Voilà, il faut quand même avoir une base. Il faut avoir une base parce que sinon on n'avance pas, disons. Après, il faut avancer. Pour avancer, justement, il faut être curieux. Il faut une manière de voir le monde. Votre manière de voir le monde. Oui. Et puis il faut chercher partout, quoi. Il faut regarder partout ce que les autres ont fait, aussi bien les anciens que les contemporains, quoi. Donc, et puis après, c'est à vous de faire votre sauce, comme on dit, de faire votre cuisine et de trouver... et là, moi, je sais que j'ai eu... pas du mal, mais j'ai mis un petit peu de temps à passer justement de l'abstrait au figuratif, parce que moi j'aime beaucoup le dessin. Donc le dessin aussi, c'est pour ça que je fais toujours du modèle vivant. J'aime beaucoup le dessin et des fois ça m'handicapait un peu dans la peinture, parce que
disons que la peinture, c'est pas un dessin qu'on remplit. Il faut dessiner avec le pinceau et avec la peinture, mais pas faire, disons, un dessin puis après remplir. C'est pas ça la peinture. La peinture, c'est vous allez, si vous êtes figuratif, par exemple, si vous faites des personnages comme sur ce tableau-là, bon, j'ai fait des tâches au départ, des tâches qui mettent en place mes personnages. C'est pareil dans les encres, je pars de tâches et après, petit à petit, je viens remonter ou beaucoup ou pas beaucoup, suivant ce que je veux faire, les formes avec un trait. Mais je ne remplis pas. C'est-à-dire que vous avez la même approche, quelle que soit la technique finalement, parce que vous faites beaucoup de techniques différentes, de l'encre, du couteau. Des collages aussi, voilà. Donc, mais vous avez toujours la même approche finalement. Oui, j'ai toujours cette approche-là de partir avec des tâches. Là, j'ai mis des tâches, bon, elles sont un peu bouchées, disons que. Mais là, je vais venir retravailler dedans pour monter certaines choses, dans l'abstrait aussi bien que dans le figuratif. Hein. C'est toujours un départ de peinture, de tâches de peinture, qui va monter petit à petit quelque chose qui sera ou plus figuratif ou plus abstrait, suivant mon humeur, quoi, suivant ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de commencer par ces tâches finalement parce que c'est pas un contour finalement Non, c'est un... disons que c'est... moi, je suis très gestuelle, donc c'est quelque chose... Je me lâche, quoi. C'est une émotion, je me lâche dans des tons, dans des peintures, dans des choses. Après, je sais plus ou moins où je vais, parce qu'au départ, moi, quand je m'inspire, par exemple, de la nature, je prends des grandes lignes de paysages ou de choses, c'est-à-dire que certaines lignes qui vont me servir à composer mon tableau, parce qu'un tableau... vous partez pas au hasard. Il y a une composition avec déjà une définie. composition. Il y a toujours quand même plus ou moins une composition. Il y a quand même des règles justement de composition dans un tableau qui font qu'il va tenir la route, quoi. Parce que si vous partez avec une tache là, une tache là, une tache là, un peu n'importe où, si c'est pas relié, s'il y a pas, ça ne marchera pas. On parle des bases théoriques qu'on retrouve dans la photo, je pense à la règle des tiers par exemple. Oui, la règle des tiers, ou voilà, ou la croix Saint-André, ou des choses comme ça, mais c'est toujours de partager un petit peu avec des points de visuels, disons, certains points visuels à certains endroits. Voilà, donc, et ça, bon... Les gens, ils s'imaginent que l'abstrait, vous allez faire ça comme ça, mettant des tâches comme... Non, l'abstrait, c'est très difficile. C'est plus difficile que le figuratif, parce que il faut arriver à dire quelque chose, des émotions, et dire quand même quelque chose, hein, avec pas rien, j'allais dire, mais avec des tâches, avec des lignes, avec certaines choses. Voilà, il n'y a pas de figuration, il n'y a pas un pot, il n'y a pas une fleur, il n'y a pas un personnage qui vous accroche, quoi, qui vous dit, ah bah oui, je peux m'accrocher à ça. Là, non, il faut qu'il y ait des formes, et il faut que ces formes, elles soient bonnes, quoi. Donc pour vous, c'est plus compliqué de générer de l'émotion, en tout cas de mettre de l'émotion dans un tableau, si c'est du figuratif. C'est-à-dire que quand vous allez faire ou un portrait ou une fleur et tout ça, bon, les gens vont dire « Ah, c'est beau, c'est ceci, c'est cela ». Alors que dans l'abstrait, ils vont dire « Mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Qu'est-ce que c'est ?» Mais moi, j'ai souvent... remarqué dans les expos, et quand les gens me parlaient, regardaient mes toiles, ils ressentaient toujours quelque chose, toujours une émotion, et ils arrivaient, je leur disais, regardez bien, vous allez trouver plein de choses dedans, parce que finalement, vous trouvez plein de choses. Il y a des visages qui arrivent, il y a des formes qui arrivent. Là, récemment, j'en ai fait un, il y a une espèce d'éléphant qui arrive, alors que je n'ai absolument pas voulu faire un éléphant. Et vous-même, vous l'avez vu plus tard? Mais je l'ai vu plus tard, oui, parce que quand vous êtes dessus, vous ne le voyez pas. Une fois aussi, il y a, un visage de noir qui est apparu, je ne sais pas comment, il est apparu comme ça. Donc on ressort justement certaines choses qu'on a peut-être en nous, certaines émotions. Des fois, il y a des yeux, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais l'autre fois. Dans un tableau, il y a eu deux yeux qui sont apparus, qui m'ont vraiment... je ne les ai pas supportés, je les ai défaits, parce que c'était insupportable pour moi.
insupportable. Donc c'est des choses qui sortent de mon subconscient, que je ne sais pas, ça vient comme ça. C'est très très profond, vous avez un rapport vraiment très profond, comme énormément de peintres évidemment, d'artistes en général, avec ce que vous faites. Oui, moi c'est une passion qui date, comme on disait, depuis petite. Depuis... Parlons de vos premières émotions picturales. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a amené à la peinture? Oui, je m'en souviens très bien. J'avais une tante qui peignait. Et je suis donc allée chez ma grand-mère et ma tante à cette époque. Et elle avait fait un grand tableau sur le port de Marseille, mais assez moderne. C'était assez moderne et c'était dans des tons orangés, bleus, enfin vraiment dans des... Et moi, gamine, je suis restée vraiment en arrêt devant ce tableau. J'ai dit... c'est pas possible, la couleur, c'est beau, j'étais là vraiment. C'est pas tous les enfants qui se mettent en arrêt devant avec autant d'émotion. Moi j'ai quand même été assez, pas initiée, mais mes parents étaient quand même avaient quand même un esprit artiste, musicien aussi, donc j'ai quand même été élevée dans... D'accord, vous avez baigné dedans. Voilà, là-dedans. Et du coup, j'ai dit, je veux être peintre. Et elle m'a offert, pour mes 15 ans, elle m'avait offert une boîte de peinture à l'huile. Et là, moi, j'avais dit, je veux être peintre. À cette époque, de faire les beaux-arts, c'était pas très bien vu pour une fille. Parlez-nous de ça. Ah oui. Comment ça se... écoutez... Non, mais c'est l'occasion de développer, si vous avez envie de parler. Oui, non, c'était pas... souvent, les filles faisaient ça parce qu'elles ne savaient pas ce qu'elles voulaient faire, quoi. Elles faisaient... Et encore, moi, combien d'élèves m'ont dit « mais mes parents n'ont jamais voulu que je fasse ça. Ils n'ont jamais voulu, on n'était pas des filles perdues, mais c'était pas... C'était mal vu, quoi, de faire, pour une fille, c'était mal vu de faire les beaux-arts, parce que c'était un lieu, de perdition pour des filles. Maintenant, ça a changé, heureusement. Après 68, ça a vraiment changé beaucoup de choses, il faut dire. Sur ce terrain-là, ça a vraiment changé. Nous, en 2022, les gens de génération plus jeune, on ne se rend pas bien compte en fait que 68 a vraiment... Non, vous ne vous rendez pas compte. Non. C'était pas évident. Et moi, heureusement que j'avais des parents qui étaient très ouverts, qui étaient très modernes de ce côté-là, et qui m'ont laissé faire. Ils m'ont dit, si tu veux faire des ateliers, tu continues, qui m'ont laissé faire vraiment ce que j'avais envie de faire. On va retourner sur votre tante, qui était votre marraine, si j'ai bien compris aussi. Oui. Donc c'était une émotion au niveau des couleurs, des lumières aussi, vous me disiez? Oui, des couleurs, des lumières, voilà. Ouais. Et puis j'adore la nature. C'est ça qui me procure les émotions. Quand on travaille le modèle vivant, il faut que le modèle il vous apporte quelque chose aussi, une émotion. Et on est dans la nature aussi. Oui, on est aussi dans la nature, c'est pareil. Et c'est pas toujours évident. Il n'y a pas toujours des modèles qui vont vous apporter quelque chose. Si vous apportez rien, moi je sais que j'arrive pas à dessiner. Enfin, mon dessin sera mauvais. Mais c'est de leur fait ou c'est juste l'émotion? Ils peuvent rien? Non, c'est de leur fait. C'est que un modèle, il faut quand même, il va pas poser comme ça, inerte. Mais vous le dirigez? Enfin, vous n'êtes pas tout seul. On dirige, on va leur dire certaines poses, mais il y a des modèles. Il y a le bon modèle, il y a le mauvais modèle alors. Voilà. Non, mais c'est intéressant, on n'en parle pas souvent de ça. Si. Il y a vraiment. Moi, j'ai eu des super modèles, quoi, où j'ai fait des super dessins avec elles. Et c'est pas parce qu'ils ont un corps comme ci ou comme ça. Là, on parle d'autre chose. On parle d'autre chose. C'est une question d'attitude, c'est une question de savoir, d'être bien dans son corps aussi. Parce que si vous n'êtes pas bien, que vous posez, j'allais dire, comme un manche à balai, enfin, comme vous posez comme ça, il y en a qui posent comme ça, puis on a l'impression que vraiment, elles vont s'endormir. Ouais. Quoi. Donc, il faut qu'elles donnent de l'énergie aussi. Si elles ne nous donnent pas d'énergie, nous, ça ne va pas, ça ne marche pas. C'est une osmose entre les deux. D'ailleurs, il y a un film là avec c'était Piccoli et La Belle Noiseuse. Oui, Emmanuel Béard. Voilà. Et c'est un très beau film, d'ailleurs, sur les rapports du peintre avec son modèle. Alors, on va continuer à parler de vos influences. On va parler d'encre, on va parler d'Asie.
Vous avez eu une influence de peintres chinois, vous nous en parlez un petit peu, en arrivant ici en fait, c'est ça? Oui, en arrivant ici. Bon, c'est vrai qu'en arrivant ici, j'arrivais du sud, je suis arrivée dans le brouillard, donc c'était pas terrible, j'avais pas trop le moral. Ça vous a pas inspiré dans un premier temps? Voilà, j'avais pas trop le moral. On est en 88, c'est ça? En 88, ouais. Oui, 88-89, oui, dans ces périodes-là. Et donc je suis allée à la FNAC et je suis tombée sur un gros bouquin de Zhao Wuqi, qui est un peintre chinois qui est décédé il y a quoi, 3-4 ans, je crois, à peu près, il n'y a pas très longtemps. Et qui est venu en France, qui a eu une formation orientale là-bas, et qui est venu en France justement pour apprendre la peinture occidentale. Et qui a pas mélangé les deux, mais disons que ça l'a... Il a fait sa sauce, comme vous dites. Voilà, il a fait sa sauce. Et moi, je suis tombée là-dessus, vraiment, c'est là où j'ai voulu faire de l'abstraction. Je me suis dit... Là, vraiment, c'est vraiment ce que je ressens quand je vois un paysage, c'est vraiment ce que je ressens, disons. C'était quoi, c'est des encres? C'était des encres? Bon, il fait des encres, oui, mais il fait de la peinture aussi. Il fait des très grandes toiles, encre et peinture, hein, il fait les deux. Hein. Alors, c'est vrai qu'il a quand même une formation, disons... pas de calligraphe, mais la peinture chinoise. Quand on pense encre noire Chine, on pense assez facilement à la calligraphie. À la calligraphie. Et il a eu cette formation-là, donc c'est pour ça qu'il a un geste. D'ailleurs, les peintres chinois n'ont pas du tout les mêmes gestes que nous. Hein. Moi, on m'a expliqué quand j'ai fait 1 ou 2 stages justement en peinture d'encre et tout ça, le bras, le poignet, nous on y va comme ça. Hop, sans trop réfléchir. Voilà. Eux, ils réfléchissent avant, disons que ils réfléchissent, ils se disent. Quand je vais aller là et là, ils réfléchissent au point là où ils vont aller, disons. Et c'est leur poignet, leurs mains qui marchent, et le pinceau, hop, ils y vont d'un coup. Ils réfléchissent avant de tracer. Nous, on part... Enfin bon, non, mais on part comme ça. Dans ce que vous dites, on retrouve des choses dans les arts martiaux, de la maîtrise parfaite du geste et de l'anticipation aussi, que nous, on n'a pas forcément la réflexion aussi, ils réfléchissent avant. Nous, occidentaux, on jette. C'est comme ça qu'on arrive à une calligraphie qui est quand même incroyable là-bas, parce que nous, on fait des chansons comme ça. Et du coup, l'encre, parce que vous faites des encres aussi, noires et autres. Oui, encre, sépia, enfin je reste toujours dans ces tons, ou même grise bleutée, enfin disons. Au début, vous avez commencé avec de l'encre noire sans couleur? Oui. Et vous avez mis la couleur après? Puis après la couleur avec les encres senneliers qui sont très très belles, donc c'est vraiment... Là on en voit, il y a des bleus, il y a des roux, il y a des tons d'ocre rouge un peu, voilà, mais très peu. Hein. Et puis l'encre blanche aussi qui vient, parce que ça existe. Je veux rajouter, oui. Blanche. Alors on peut penser que de l'encre blanche n'a pas de sens sur une toile blanche, mais vous la rajoutez évidemment sur d'autres couleurs. Je la mélange des fois avec, donc là elle a dû être mélangée avec du bleu, et sur ma toile elle a été mélangée. Tout est en encre, hein, là, sur cette toile. Ouais. Donc là le blanc, c'est vraiment l'encre blanche. Qui hop, et puis après je la mélange avec les autres couleurs, ce qui me donne des gris, qui me donne des variantes un petit peu. Est-ce que vous faites des couches avec l'encre comme la peinture? Pas de couche? Jamais, ça n'existe pas? On n'attend pas que ça sèche? C'est pas du tout pareil que... c'est-à-dire que là, l'encre, il faut y aller. Si c'est raté, c'est raté. Ouais, hein, donc, vous n'avez plus qu'à recouvrir votre toile et recommencer. Parce que c'est pas du tout, c'est pas superposition de couches comme pour la peinture. C'est des transparences. C'est uniquement... C'est de la peinture à l'eau, hein, en fait, l'encre. Hein, c'est comme l'aquarelle ou c'est comme des choses comme ça. Donc, après, si vous ratez, vous ratez. Hein, ça, alors qu'une toile peinte, vous pouvez toujours revenir retravailler dessus. Et ça vous arrive d'ailleurs de revenir sur des toiles peut-être des années plus tard? Ah oui. Parce que, j'en ai une là dans le coin, je vais revenir, je la ponce et vous la poncez carrément? Voilà, je la défais et puis ça m'arrive de défaire au moins 3 ou 4 fois ma toile. Hein, quand ça me plaît pas, hop, moi je remets un coup de blanc ou je remets un coup de peinture dessus et hop, je recommence. Hein, donc, il y a une technique dans laquelle on n'a pas parlé encore, c'est la technique du couteau.
Oui, le couteau, au lieu de prendre un pinceau, vous allez prendre ce qu'on appelle un couteau. Donc ça vous donne des aplats, ça vous donne des épaisseurs un peu plus, ça vous fait des effets, d'autres effets. Vous pouvez faire des effets grattés dedans, faire un tas de choses dedans, quoi. Et selon l'émotion que vous voulez donner, vous allez utiliser une technique ou pas? Comment ça se passe, le processus? Oui, ça peut être... moi, des fois, je mélange. Disons que quand j'ai les formes principale, disons la forme principale du tableau, je vais la travailler au couteau, je vais la travailler avec des matières, je vais la travailler. Alors après, je peux peut-être autour avoir des choses qui sont beaucoup plus fluides, disons, pour faire un contraste entre les deux. Hein. Donc voilà. Donc je vais pas mettre du couteau partout, parce que ça va me faire de la croûte partout. Non, moi, j'aime pas ça. J'aime bien mélanger justement des choses qui sont plus fluides et des choses qui sont plus épaisses avec de la matière. Alors, il peut y avoir... des fois, je peux avoir des collages de papier de soie, des fois, je peux avoir un peu de sable, je peux avoir des médiums d'empattement. Enfin, voilà, je peux travailler un peu plus comme ça. On va parler de Tiepolo. On n'a pas parlé de Tiepolo. Expliquez-nous Tiepolo. Tiepolo, c'est un peintre italien du XVIIIe qui a fait aussi pas mal de fresques et de choses un peu partout dans le monde. Et donc je l'ai découvert, mon père me l'a fait découvrir en Italie, et j'étais assez jeune à l'époque, et ça m'a beaucoup parlé au niveau de la lumière dans ces tableaux et dans ces fresques, de ces tons, c'est bleu, c'est assez doux, c'est jaune, c'est blanc, donc il y avait vraiment une émotion que j'ai ressentie sur ces tableaux-là et qui m'a pas mal inspirée pendant beaucoup d'années. Que vous appeliez votre marque, entre guillemets, Tiepolo. Votre atelier Tiepolo, c'est comme qu'il vous a suscité une émotion très particulière. Oui. Plus que les autres. Oui, et puis disons que c'est un peu, pas un hommage à mon père, mais un peu une reconnaissance, disons, à mon père qui m'a initié, disons, à l'Italie, au peintre italien, qui m'ont marqué quand même, le Caravage, Canaletto, tous ces peintres, Botticelli, Léonard de Vinci, tous ces peintres m'ont marqué aussi. L'Italie a été une... Voilà, c'est vraiment, aussi bien que Rembrandt aussi, disons, tous ces peintres, pour moi, m'ont quand même marqué. Donc les contemporains, aussi bien les contemporains que les impressionnistes aussi. Il y a eu la période, ce qu'on appelle la période impressionniste, post-impressionniste, c'est-à-dire que, Monet, quand on voit l'abstraction de Monet sur ces nénuphars, sur ces étangs, sur ces trucs, il était vraiment précurseur, quoi. C'était de l'abstraction pure, quoi, certaines choses. Et puis Cézanne aussi, qui a apporté beaucoup, enfin tous ces peintres, vraiment ça... C'est la gestion de la lumière qui vous a touché Van Gogh beaucoup. aussi, il y a une période où Van Gogh aussi, ces couleurs, c'est jaune, c'est bleu, c'est tous ces peintres qui font quand même, qui vous aident à continuer, quoi. Vous avez vu tous les artistes arriver les uns après les autres jusqu'à maintenant. Vous avez vu ça comment? C'est des échanges artistiques très bien. Au contraire, moi j'ai trouvé ça très bien, parce qu'il y a une émulsion. Enfin, on essaye de donner une dynamique d'entre vous, et que les gens s'intéressent à ça, quoi. Essayer de... Les uns vont dans les garder les autres, en raison que ça marche bien quand même. Oui. Et là, récemment, il y a eu quelques-uns on a créé l'association L'Art et la Manière, donc qui regroupe justement aussi bien des peintres qui ne sont pas forcément sur la rue, en vitrine, et des peintres qui sont aussi, parce qu'il y en a d'autres, des peintres qui sont comme chez vous. eux, qui peignent. Il n'y a pas que ceux qu'on voit en vitrine. Il n'y a pas que voilà. Je les incite à m'appeler pour qu'on voit un peu ce qu'ils font, d'ailleurs. Oui. Alors, il y en a un nouveau qui vient de s'installer, justement, je pense qu'il aura un petit atelier un de ces jours. Au-dessus du Bon Coin, c'est ça, dans l'angle qui est au-dessus de... À la rue des Tours.
Oui, la rue des Tours. Tout en bas de la rue des Tours, oui. Vous l'avez dit, des choses aussi qui n'ont pas l'air mal du tout, quoi, donc intéressantes même. Ça recommence un peu, parce que moi, depuis que je suis là, c'est vrai que... Oui, ça se cherche un peu. Ça a été assez dur. Moi, je voyais, quand j'étais dans les ateliers, les gens, ils passaient, ils ne s'arrêtaient pas, ils n'osent pas rentrer, J'ai eu au Touquet, dans une galerie, je me souviens, 2 jeunes qui sont rentrés, qui ont vu mes peintures. Ils disent, c'est la première fois que je rentre dans une galerie, on n'a jamais osé rentrer. Mais là, ça nous a tellement émus, on a voulu rentrer, voir ce que... Je dis, mais pourquoi vous... C'est un vrai problème, c'est que les gens n'osent pas. Et on comprend, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas pourquoi, ils n'osent pas rentrer. En tout cas, message aux spectateurs, rentrez dans les galeries, n'ayez pas peur, les gens sont super sympas. Oui, n'ayez pas peur, parce qu'on ne va pas vous manger, hein, et puis on n'est pas là pour vous dire non... pas là pour vous forcer à acheter ni rien, c'est pour venir voir, justement. On peut que avoir un contact aussi avec l'artiste. Ça peut qu'être enrichissant. Voilà, visuellement et puis dans l'échange. Savoir comment il fait, savoir... Alors si, pendant les GEMA, là, les gens quand même rentrent. Les Journées européennes des métiers d'art, vous allez voir ça Ils le font en avril cette année à Trévoux. Il y a une chose importante dont on n'a pas parlé encore, et on va peut-être finir là-dessus, c'est sur la sculpture. Vous êtes venu à la sculpture un peu tardivement par rapport à l'ensemble de votre carrière. C'est-à-dire que je privilégiais plutôt la peinture, comme je n'avais pas toujours forcément de temps, parce que j'ai aussi travaillé beaucoup sur les grands murs, des grandes fresques. Donc à un moment donné... Lyon ? Oui, à Lyon et un peu Dijon, un peu dans les environs, un peu partout. Je n'avais pas trop le temps de faire de la sculpture, mais c'est vrai que j'avais envie depuis longtemps. Par exemple, ces personnages-là, j'aimerais bien faire comme une espèce de fresque en terre de ces personnages-là. Ah, vous faites parfois des tableaux et vous les refaites en terre après sur un même... J'aimerais bien voir ce que... Là, par exemple, derrière, vous avez une barque avec des... j'ai fait 1 ou 2 tableaux là-dessus sur les émigrés qui arrivent en part, parce que c'est un thème aussi qui me... D'accord, là on est dans des thèmes... qui vous parlent, en fait. Qui me parle aussi. Donc là, j'ai fait la barque avec les... Et je l'ai... Quand je ferai une expo, quand vraiment j'aurai fait ce travail, parce c'est un travail de longue haleine, je le commence seulement maintenant, j'aimerais bien justement exposer la peinture et la sculpture en même temps, par rapport à ça. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un lien entre ma peinture et la sculpture. Bien, merci de nous avoir transmis votre passion, c'est très agréable à voir. Voilà. Merci pour cet échange. À très bientôt. Merci aussi à vous. Au revoir.